Je vais à la rencontre de Lucas, 21 ans, étudiant en droit. Lucas a été harcelé de la 6e à la 3e. Même s'il mène aujourd'hui de brillantes études et une vie sociale plus épanouie, il garde en mémoire ces années qui l'ont meurtri. Bonjour. Bonjour. Jessica. Lucas. Bonjour enchanté. Lucas. Seule trace de cette douloureuse période, c'est quelques photos de famille. Lucas a jeté tout ce qui lui rappelait son adolescence. Lucas, quel est votre premier souvenir de vos années collège ? C'est étrangement une rentrée qui se passe pas trop mal. Je partais dans une optique assez favorable d'imaginer que ça allait être des belles années pour moi, comme ça devrait l'être pour tout le monde. Et rapidement, ça dégénère. Et quels ont été les premiers signes de harcèlement ? Ils sont arrivés très vite. Alors au début, c'est quelque chose qui semble assez anecdotique. C'est des brimades, c'est des petites exclusions, des choses auxquelles on répond au début, voilà, un peu avec détachement. On considère que c'est pas grave, on considère que ça passera. Et le phénomène prend de l'ampleur, des gens viennent se greffer au phénomène, et ça devient quelque chose de global. Vous avez l'impression d'être pris pour cible. Et factuellement, c'est ce qui se passe. Et quand tout le monde vient de se greffer au mouvement, c'est invivable. Et en quoi consistaient ces brimades ? Le harcèlement a pour origine le rejet de la différence. Alors c'est des brimades, on se moque de vous, soit par rapport à une de vos attitudes, soit par rapport à votre physique, soit par rapport à votre façon de vous comporter, soit par rapport... Ça a vraiment des natures multiples, mais ça va jusqu'au cou. Au début, ce sont des mots qui n'en sont pas moins violents. Quel type de mots ? Qu'est-ce que vous entendiez ? J'ai entendu des insultes détestables, que j'étais dégueulasse, répugnant, des mots qui sont horribles dans la bouche d'un enfant, parce qu'à 11 ans, on est encore un enfant pour moi. Pourquoi vous ? J'étais atteint de maigreur constitutionnelle. Je faisais à l'époque 34 kilos pour plus d'1m65. J'étais vraiment rachitique, donc on sentait que j'étais un gamin fragile. J'étais différent, on m'a diagnostiqué très tôt une précocité intellectuelle. Les interactions sociales, c'était compliqué chez moi. Donc c'est quelque chose que les gens ressentent, indéniablement. Mes camarades ont à l'époque aussi découvert mon homosexualité, ça a été pire. Et les différences multiples qui ont pu émerger ont fait que j'étais la cible idéale. Quelles ont été les conséquences pour vous, à l'école et en dehors de l'école ? Alors à l'école, un isolement constant, le fait d'être entouré, d'être dans un établissement avec 500 personnes et de pourtant passer sa vie seul, passer les récréations dans les toilettes pour éviter les coups, les moqueries, les brimades, ou à l'infirmerie, je pouvais y passer 5-6 fois par jour. Et dans l'environnement extrascolaire, des conséquences, il y en a aussi. Un repli sur soi terrible. Je rentrais chez moi, je m'attendais à trouver le cocon familial où c'était agréable, où il n'y avait pas tous ces coups, il n'y avait pas toute cette haine. Et étrangement, voilà, on a tous un téléphone dans la poche et c'est quelque chose qui se poursuit, ça déteint sur la vie. Donc je m'isolais, je me renfermais. Mais est-ce que vos parents, les enseignants, les quelques camarades de classe que vous aviez se rendaient compte de votre mal-être ? Mes parents savaient pertinemment que ça n'allait pas bien. Ils assimilaient ça à quelque chose de l'ordre de la crise d'adolescence. Mes camarades savaient que je n'allais pas bien. Dans le phénomène de harcèlement, il y a une intentionnalité. Vous voyez la victime raser les murs, vous voyez la victime avoir peur, vous voyez la victime arriver le matin avec une angoisse insupportable. Et pourtant, vous continuez, donc ils ne s'en souciaient pas. Et les enseignants n'ont pas réagi, ils le savaient, mais n'ont pas réagi. Vous leur en voulez encore aujourd'hui ? Beaucoup. Les enseignants, je leur en veux énormément. Il y a des situations que j'ai connues où il y avait un adulte à proximité qui considère que c'est une simple bagarre entre adolescents et que c'est assez anecdotique. C'est tout sauf anecdotique. Combien de temps est-ce que vous avez mis avant d'en parler ? Alors, vaste question. J'ai mis des années à en parler. J'ai mis 4 ans à en parler. Quel a été le déclencheur ? Alors, le 26 février 2012, c'était un dimanche, je n'en pouvais plus et j'ai fait une tentative de suicide. Et j'ai laissé une lettre à destination de mes harceleurs, que mes parents ont lue. Littéralement, ils ont découvert l'enfer auquel ils ne s'attendaient pas. Mais qu'est-ce que vous aviez envie de dire à vos harceleurs ? C'était, si vous voulez, un moyen de leur dire que je leur en voulais et qu'ils auraient la mort de quelqu'un sur la conscience. On ne donnait pas très cher de ma peau ce soir-là. Pourquoi ? Parce que j'ai bien fait les choses, on va dire, ou mal, selon le point de vue. Et quand je suis arrivé aux urgences, on m'a dit que j'avais dépassé la dose létale. On m'a placé dans un coma semi-artificiel et j'y suis resté 1 semaine. Et qu'est-ce qu'il se passe alors après votre réveil ?
Après mon réveil, des larmes, beaucoup de discussions, j'essayais, si vous voulez, de recoller un peu les morceaux, d'expliquer à mes parents ce que j'avais pu vivre. Je suis déscolarisé, j'arrête mon année de troisième au mois de février. Est-ce qu'il y a eu des conséquences pour vos harceleurs? Absolument pas, jamais. Jamais j'ai su qu'ils avaient été convoqués, qu'on leur avait parlé, mais uniquement une discussion, c'est tout ce que j'en sais. Aucune conséquence, aucun avertissement, aucun blâme, aucune remarque. Les parents des harceleurs n'ont jamais été tenus informés. Il n'y a eu absolument aucune conséquence. Aujourd'hui, vous êtes un brillant étudiant en droit, vous avez une vie sociale. Oui. Est-ce qu'il y a encore des incidences, des résurgences de cette époque, quand vous êtes en groupe notamment? Bien sûr, bien sûr. Elles sont terribles. Pendant des années, j'ai eu peur de la foule. Je suis devenu agoraphobe, je ne pouvais pas affronter une foule. J'étais incapable de marcher dans la rue. Si je considérais qu'un regard m'était adressé, je pensais que nécessairement c'était pour me nuire. Je suis une psychiatre depuis de nombreuses années et c'est quelque chose qui m'est encore nécessaire, évidemment. Aujourd'hui, vous vous engagez contre le harcèlement scolaire, vous faites de la prévention au sein des collèges, des lycées, vous témoignez, vous racontez ce que vous avez vécu. Pourquoi cet engagement? Alors, je considérais que c'était un tel fléau qu'il fallait vraiment lutter contre. J'ai lu un livre qui m'a énormément marqué, le témoignage d'une maman, Nora Fraisse, qui a perdu sa fille à 13 ans, qui s'est suicidée suite aux conséquences du harcèlement scolaire. C'est quelque chose qui m'a tellement marqué, tellement meurtri, et je me suis retrouvé dans presque chacun de ses mots, l'histoire de sa fille, et j'ai considéré que c'était tellement grave qu'on ne pouvait plus laisser faire, on était obligé d'intervenir. Et donc, nécessairement, je me suis dit qu'à mon petit niveau, aussi modeste soit-il, j'allais essayer d'aider, essayer de parler devant les ados, de témoigner, de leur dire l'horreur, de leur dire jusqu'où ça peut aller, de leur faire prendre conscience de leurs responsabilités. Et vous avez donc rejoint l'association de cette maman qui s'appelle Marion la main tendue. Exactement, qui fait des préventions dans les établissements scolaires à destination de tout public, des enseignants, des parents, même les enfants. Il y a des ateliers qui sont proposés, la formation des thérapeutes aussi, qui a vraiment une approche très globale de la chose et qui est à la pointe de la lutte. Ouais. Et est-ce que vous avez déjà été amené à témoigner dans votre ancien collège? Jamais. Jamais, pour la simple et bonne raison que j'ai été incapable de franchir le pas. Et quel est le message que vous souhaitez porter auprès de ces jeunes? Je leur dis de parler. Beaucoup de gens dans le phénomène de harcèlement sont des acteurs silencieux. Mais il n'y a pas de passivité dans le harcèlement. La passivité est coupable. Il y a deux camps, il y a les harceleurs et les harcelés. Et si on ne fait pas partie d'un camp, on fait obligatoirement partie de l'autre. Merci beaucoup, Lucas. Je vous en prie. Merci à vous.